quand est-ce que ça va finir. Le Est-ce qu'on coronavirus, rappelle? Oui. eh Et ben, on le est à premier. quelle oui, on est ça fait 5 semaines là, Oui, l'Italie? quand tu vas discuter avec des médecins, etc., qui ne se mentent pas, il ne partira pas. Donc, il va avoir une rémission, il va revenir en octobre. D'ailleurs, on craint la Probablement. rémission. On craint la Non, mais il y rémission. aura. Non, non, aujourd'hui, les gens sont certains. C'est-à-dire, les gens qui sont dans le secteur Mmh. te disent c'est dans la nature des choses. On l'a vu dans le passé. C'est pas le premier virus qu'on traite, c'est des millions de virus. Mmh. C'est que Oui. euh, c'est qu'on sera mieux préparé, Mmh. espérons-le. Compris. Parce que ensuite, si on parle de chiffres, moi je rappellerai qu'en France l'an dernier, il y a eu 31 000 morts de la grippe normale. Hein, les chiffres, c'est très simple. Donc aujourd'hui, si toute proportion gardée, ces chiffres, à ce jour, a fait beaucoup moins de dégâts que la grippe normale de l'an Mmh, dernier. mmh, 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 mmh. C'est juste la vitesse de propagation et Même ça, je ne suis pas certain que ce soit le cas. C'est-à-dire, on est en train de euh, on estime que ça a commencé en janvier, février. Mais il y a des choses qui montrent qui sont à vérifier, mais en Italie, c'est vérifié. En Chine, on demande à vérifier. Il semble qu'en Chine, ce soit arrivé en octobre déjà, mmh. dans le cadre de championnats du monde militaire, et que ce serait apporté par des athlètes militaires américains. Mmh. Donc, il est fort possible qu'aux États-Unis, ça a commencé en octobre dernier. Il se trouve qu'aujourd'hui, en Italie, dans le nord d'Italie, ça a pris. Il y a eu aussi en octobre et novembre des cas de pneumonie interstitielle, ils appellent ça en italien, pneumonie interstitielle, ce problème de détresse pneumonique qui est le principal caractéristique, élevé en octobre-novembre qui n'avait pas lié à ce virus. Donc maintenant, ils sont en train de revoir ces données-là et pour eux, ils ne sont pas sûrs que le premier cas soit venu de Chine. Oui. Okay. Donc, effectivement, il y a encore beaucoup de questions, je pense, qui se posent. Aujourd'hui, tu as raison, c'est la vitesse de propagation qui est importante. C'est pour ça que le confinement est devenu un truc très important. Et on le voit, il y a des données qui sont très claires, qui ont été publiées entre les zones qui ont confiné tout de suite. Mmh. Ils ont confiné sur le nombre de contaminations. Hein. Mmh. C'est le jour et la nuit. Hein. Je sais Tu sais qu'il y a eu il y a une fuite d'informations, là aussi c'est important, il y a eu une fuite d'informations de la décision que les prendre le gouvernement italien de confiner les zones du Nord, en réalité Milan, etc. mmh. Et comme beaucoup de gens du Nord sont originaires du Sud, hein, de l'industrialisation des années 60, etc., hein, du reste, c'est tous des gens de la Calabre, etc., ben, on estime à plus de 30 000 personnes qui sont partis vers le sud il y a une quinzaine de jours. Donc, il y a eu cette peur que justement, que des gens soient contaminés. Dans les Pouilles, on estime à ce que 15% des gens qui sont descendus aux Pouilles avaient des symptômes positifs. Mmh. Okay. Alors ouais. Moi, j'ai mon ami qui est en Sardaigne qui était terrifié parce que il y a des zones touristiques comme la Sardaigne, comme la Sicile, comme la Liguria, où des gens ont des maisons, ce qu'on appelle des habitations secondaires et en montagne. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait les gens? Ils sont partis dans leur seconde maison. Mais là-bas, ils ne se sont pas confinés. Mmh. Alors, s'ils étaient porteurs, ils ont ramené le truc, c'est tout. Mmh. Mmh. Ce qu'on peut apprendre ici, et c'est un peu partout, c'est il n'y a pas de situation identique. Il y a des approches, okay? Et que on apprend au fur et à mesure parce que c'est un phénomène nouveau. Donc c'est un peu plus on va, en plus apprendre des choses et des Mmh. choses qui sont différentes, des choses qu'on accepte, des choses qui remettent en cause des choses qui étaient des certitudes, etc. Et c'est un peu, mais ça, pour moi, qui travaille dans la recherche et développement, j'appelle ça le moteur de la recherche. Le moteur de la recherche, c'est de se remettre en cause constamment. Mmh. Il n'y a pas de certitude dans la recherche. Ce qui est certes aujourd'hui ne peut plus être demain. C'est clair, Et, c'est clair. et donc aujourd'hui, ce qu'on est en train, on est en train de le montrer tous les jours. On est en train de le montrer tous les jours dans le sens où on apprend tous les jours. Donc c'est pour ça que par exemple en Italie, à un moment donné,
les responsables, les deux responsables qu'ils ont mis en face du public, à savoir le responsable de la protection civile et le directeur général de l'Institut de santé publique, ok, se sont posé la question si c'était juste de donner des bilans au quotidien. Mm. Et ces trois, ils disent, on ne peut pas faire des trains d'eau quotidien. Sur quelle base? Parce qu'on a bien vu que de toute façon, les données sont pas arbitraires, mais pas précises. Elles sont pas. Disons, elles sont arbitraires dans le sens où il n'y a pas eu une coordination européenne ou mondiale. Donc, même si l'Organisation mondiale de la santé a fait chose, mais elle n'a pas fait un travail de coordination de dire des protocoles de comment gérer. Alors, il semble que, par exemple, la comptabilité des morts qu'on fait en France, en Italie, en Allemagne est différente. Okay. Donc, ensuite, est-ce qu'on peut comparer le fait qu'il y a 12 000 morts en Italie avec le fait qu'il y a un peu moins de morts, etc. Parce qu'en Italie, on considère que même si le coronavirus en soi ne tue que dans les 2% des cas, on considère comme mort du coronavirus toute mort dans laquelle il y a présence du coronavirus, même si ce n'est pas le coronavirus qui est la cause de la mort. Donc, par exemple, si on prend en Italie quelqu'un qui a 75-80 ans, qui est mort d'une insuffisance cardiaque, on ne dit pas qu'il est mort d'insuffisance cardiaque, on dit qu'il est mort du coronavirus. Donc, on le comptabilise, alors qu'il me semble qu'en France, on ne le fait pas. Je pense qu'il y a un truc qui est un peu commun à tout ça, c'est le fait qu'aujourd'hui, on ne comptabilise que les morts en milieu hospitalier. Okay. Donc, les gens qui meurent dans les maisons de retraite, etc., on ne les comptabilise pas. Hein. On ne les comptabilise pas. Et donc, il y a un peu tout ça. Par exemple, il y a à Bergamo, il y a quelqu'un qui a fait une observation assez intelligente. Il dit, voilà, nous, si on prend la période des 2 derniers mois, et si on prend sur 10 ans, si on prend la période février-mars, c'est un petit village, je ne me rappelle pas le nom, il dit, nous, on a eu typiquement 100 à 150 morts sur les 3 mois. Okay. C'était dans les autres années. Il dit, cette année, on a eu 450. Vous n'allez pas me dire que, que ce n'est pas lié. Okay. Oui, c'est clair. Donc, parce qu'il y a un train sur 10 ans, donc les gens se posent. Et c'est des questions qu'on est en droit de se poser. Bien sûr. Oui. Pour comprendre. Alors, ensuite, le problème que tu poses, en termes de reprise ou pas reprise au mois d'avril, au mois de mai, ça va dépendre de beaucoup de facteurs. Okay. Les facteurs à prendre en considération sont des facteurs de meilleure compréhension des moyens de combattre le coronavirus. Aujourd'hui, on a une quinzaine de pistes en termes en dehors des vaccins qui sont en développement, on a une dizaine de remèdes, différents remèdes antiviraux qui partent de la chloroquine à des antiviraux qu'on utilise contre l'AIDS, contre de l'arthrite rhumatoïde. Le traitement contre le sida. Disons, on a une dizaine de cocktails qui sont qui pourraient déjà être prescrits et probablement élargir la possibilité de prescription aux médecins de base, aux médecins généralistes, aux médecins, etc. Okay. Ça va dépendre aussi d'une réorganisation sociale. C'est aujourd'hui qu'on anticipe cette sortie de crise, ce retour à la normale? Aujourd'hui, je pense que le débat est très sérieux et il n'est pas facile parce que il va falloir donner des priorités. Il va falloir faire avec équilibre parce qu'aujourd'hui on ne peut pas dire que le confinement est la meilleure réponse et ensuite demain on dit voilà tout le monde peut bouger. Donc il va falloir faire des choix. Ensuite, on va dire qu'est-ce qui est le plus important pour la société. Donc, on va des priorités. On va dire voilà, aujourd'hui, c'est ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Toutes les industries agroalimentaires, toutes les industries de logistique et toutes les industries qui sont liées à la filière de santé sont ouvertes, travaillent partout dans le monde.
Maintenant, il faut voir dans quelles conditions ils sont en train de travailler, etc. Donc, ici en Italie, par exemple, ce qu'on est en train de penser, c'est essayer de faire rouvrir les grandes entreprises d'abord, ok? Celles qui sont les plus robotisées, disons, qu'avec moins, ou lesquelles, disons, Moins d'offres. oui, de faire repartir celle qu'on peut faire avec le maximum de smart working, de télétravail. Par exemple, si tu vois ce que fait Carla, hein, Carla travaille pour une structure du ministère de l'Agriculture italien qui a pour une fonction fondamentale. Donc, eux ne pouvaient pas s'arrêter durant la crise. Ils sont à savoir tous les contrôles sur la filière alimentaire. Donc, il faut les contrôles de qualité sur tous les produits fruits et légumes qui rentrent en Italie et qui sortent d'Italie. Donc, ils ne pouvaient pas s'arrêter. Par contre, ils ont établi un système de contrôle qui fait que même durant la crise, ils ont tous travaillé. Une partie à distance, donc elle est en télétravail parce qu'elle fait ce qu'on appelle des contrôles de deuxième niveau sur les procédures, etc. Et un certain nombre d'inspecteurs qui sont sur le terrain. Okay? Donc, il y a un certain nombre de professionnalités qui aujourd'hui peuvent effectivement reprendre dans certaines conditions. Parce que la fonction, leur profession ne permet quand même qu'il y ait une distanciation sociale importante. Je pense que le fameux distanciation sociale va être un paramètre clé. On est en train de parler de rouvrir les grands bars, les grands cafés et les grands restaurants, qui sont parmi les grands perdants, parce qu'en demandant à ce que, disons, l'écart entre les tables soit distancié de 2-3 mètres, etc. Donc là, il y aura d'espace. Mais il est clair qu'une des conséquences, c'est que le revenu au mètre carré pour les restaurateurs sera inférieur. Okay? Donc, on est en train d'essayer, des gens sont en train de concocter un certain nombre de choses qui disent, essayons de reprendre d'une manière intelligente, sans que cette reprise n'encourage un nouveau redépart de l'épidémie. C'est-à-dire donc la question qui est fondamentale, c'est comment faire redémarrer l'économie le plus tôt possible sans que cela ne nous coûte plus cher. Alors, donc moi je pense, à mon humble avis, c'est que plus on testera, le mieux on sera. Le plus tôt on pourra guérir les gens, et le plus tôt on pourra les équiper, et le plus tôt on équipera tous les points d'entrée aux entreprises, aux gares, etc., d'équipements de détection, qui est une des succès de la Chine. La Chine, c'est pas jamais été en Chine, mais chaque station de métro, il y a un scanner. Chaque station de métro, pas chaque station de métro. Et puis la population asiatique est habituée déjà à être apportée, ils sont enrhumés, ils ont l'habitude du port du masque, ce genre de choses. Voilà, déjà, ils ont ça, et aussi, tu as des éléments de détection, les premiers éléments de détection. Ils ont fait des applications sur smartphone qui permettent de dire si une personne a voyagé dans une zone à risque. Si ils ont des thermomètres là, etc., des senseurs qui leur permettent d'avoir des températures. Donc, on a en réalité, toute station de métro, toute gare, toute entrée dans un bureau peut être un point de contrôle. C'est pour ça que moi, par exemple, un aéroport est un point de contrôle. Un pont est un point de contrôle. Donc, un hôpital est un point de contrôle. Donc, toutes les entrées devraient être équipées d'applications. Et je pense que la tendance va être dans ça. Aujourd'hui, on a des instruments à disposition énormes. On les utilise pas de... Ben oui, chaque supermarché peut être un point de contrôle. Tu vas, tu rentres, et si on a des instruments qui permettent que quand tu rentres, tu es testé, ce serait super. Aux Émirats, les tests sont faits dans un drive-thru. J'ai appelé un ami, c'est comme ça qu'ils sont testés. Tu passes en voiture, ils te testent. Et en 15 minutes, tu as le résultat. Okay? Donc aujourd'hui, la technologie est un peu partout. C'est là, ça peut créer une dynamique énorme pour des startups, pour des jeunes dans le monde de la technologie, etc. Mais il faut être créatif, il faut se remettre en cause.
et voir ce qui peut se faire, parce que sinon, ça va être une catastrophe.